Il était 22 heures un lundi soir lorsque je suis entré dans ma propre maison pour la dernière fois en tant que prisonnière. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois, pas consciemment, mais quelque chose en moi le savait. La façon dont mes doigts serraient plus fort mon sac de travail, la façon dont ma mâchoire se serrait dans cette crispation familière que j'avais perfectionnée pendant 30 ans à ravaler des mots qui auraient pu me sauver. La maison au 2847 Arbor Glen Drive était silencieuse dans la communauté sécurisée de Valentine. Des pelouses impeccables et des portails de sécurité. 3 chambres, 2 salles de bain et demi, des comptoirs en granit. Le genre d'endroit que les gens montraient du doigt lors de leur promenade du dimanche en pensant que ces gens avaient tout. Ils n'avaient aucune idée. La lumière du porche était éteinte. Nathan ne l'avait pas allumée pour moi depuis plus de 10 ans. Je tâtonnais avec mes clés dans l'obscurité, mes doigts raides après 12 heures à examiner des états financiers. Comptable principal, contrôleur. Des titres impressionnants qui signifiaient que j'étais celle que tout le monde appelait lorsque les chiffres ne correspondaient pas, lorsque quelqu'un avait besoin d'explications pour des fonds manquants. Mon dos me faisait mal à force d'être penché sur des feuilles de calcul toute la journée. La porte s'est ouverte en un clic. À l'intérieur, le salon brillait de la lumière de la télévision. Nathan était étendu dans son fauteuil inclinable, le fauteuil de massage coûteux que je lui avais acheté 3 Noëls auparavant. À 65 ans, il gardait toujours sa carrure de joueur de football universitaire, même si le muscle s'était ramolli en un poids qu'il utilisait comme une arme. Ses cheveux gris étaient en désordre, ses lunettes de lecture posées sur sa tête comme s'il les avait oubliées. Mélissa était recroquevillée sur le canapé, l'écran de son téléphone éclairant son visage. 29 ans, toujours à la maison, travaillant à temps partiel dans le commerce de détail quand elle s'en donnait la peine. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Aucun des deux ne l'a fait. « Salut », dis-je doucement, posant mon sac près de la porte. « Comment s'est passée votre journée ?» Nathan a grogné. Le volume de la télévision est resté le même. Une série policière, sirène et cris. L'épouse de Mélissa continuait de faire défiler. « Vous avez dîné, tous les deux ?» ai-je réessayé. « Je peux faire quelque chose si vous. »« Fais-le toi-même » a dit Nathan, les yeux rivés sur l'écran. Mélissa a reniflé sans lever les yeux. « Tu n'es jamais là de toute façon. » Les mots sont tombés comme des pierres. Je les avais entendus 1000 fois, mais ce soir, ils semblaient plus lourds. Ou peut-être étais-je enfin assez fatigué pour ressentir tout leur poids. J'étais au travail, dis-je, détestant le son défensif de ma voix. Quelqu'un doit. Ne commence pas, la voix de Nathan s'est élevée. Ne commence pas avec ton numéro de martyr. J'ai compté jusqu'à 3. Je n'essaie de rien commencer. Il y a quelque chose d'important que je dois. D'important. Sa chaise s'est redressée brusquement avec un bruit mécanique. Il s'est levé. Et même à 62 ans, je me sentais petite. 1,88 m de colère contrôlée. Tu sais ce qui est important, la paix, rentrer à la maison sans écouter tes reproches. J'essaie d'avoir une conversation. On dirait des reproches, a marmonné Mélissa, levant enfin les yeux. Ses yeux, mes yeux, le même brun foncé, ne contenaient que du mépris. Nathan a fait un pas vers moi. Ne commence pas ton drame. Je te préviens. 30 ans de conditionnement me hurlaient de m'excuser, de reculer, de me faire plus petite. Mais ce soir, autre chose était plus fort. Nathan, nous avons besoin d'eux. Sa main est venue de nulle part. La gifle a claqué sur mon visage si fort que ma vision s'est brouillée. J'ai trébuché en arrière, l'épaule heurtant l'encadrement de la porte, le sac glissant sur le sol. La douleur a éclaté chaude sur ma pommette, irradiant dans ma mâchoire. La pièce est devenue silencieuse à l'exception du dialogue télévisé étouffé. Puis Mélissa a ri, un rire court et cruel. Peut-être que maintenant tu apprendras à arrêter quand tu es en avance. Je suis resté là, la main pressée sur mon visage lancinant, sentant un goût de cuivre là où je m'étais mordu la joue. Mais voici ce qui m'a surprise. Je n'avais pas peur. J'étais calme. Étrangement, impossiblement, calme. C'était la dernière fois, pensais-je, les mots clairs comme du cristal. Je m'en suis assuré. Nathan respirait difficilement, le poing toujours serré, attendant que je pleure ou que je m'effondre. Mélissa était déjà retournée à son téléphone, s'ennuyant. J'ai baissé ma main,
Je les ai regardés tous les deux, j'ai vraiment regardé l'homme qui avait promis de m'aimer et de me protéger, la fille que j'avais portée et élevée et pour qui j'avais tout sacrifié. Des étrangers. C'étaient des étrangers qui mangeaient à ma table, dépensaient mon argent, me brisant petit à petit pendant 3 décennies. Sans un mot, je me suis tourné vers la cuisine. Derrière moi, Nathan a marmonné quelque chose. Le rire de Mélissa m'a suivi dans le couloir. La cuisine était sombre à l'exception des lumières sous les armoires que j'avais laissées allumées ce matin. Sur l'îlot se trouvait un plateau de service en argent recouvert d'un couvercle bombé. Je l'avais placé là cet après-midi avant le travail, parfaitement positionné au centre. Mes mains avaient cessé de trembler. Il était 22h15 et tout était sur le point de changer. Je me tenais à l'évier de la cuisine, les mains tremblantes tandis que j'éclaboussais mon visage d'eau froide. La piqûre sur ma joue s'estompait déjà, mais la clarté dans mon esprit n'avait jamais été aussi nette. J'ai regardé le plateau de service en argent posé sur le comptoir, son couvercle bien fermé. J'avais 32 ans quand j'ai épousé Nathan. Il avait 35 ans, charmant, ambitieux, plein de promesses. Nous étions heureux alors, ou du moins je le pensais. Je portais une robe blanche. Il portait un costume qui ne lui allait pas tout à fait. Nous avons passé notre lune de miel à Myrtle Beach et rêvions d'une vie ensemble. Je ne savais pas alors que les rêves pouvaient pourrir. Nathan a perdu son emploi pour la première fois. Pas sa faute, disait-il. Des coupes budgétaires, disait-il. Mais j'ai vu le changement. Il a commencé à boire. La colère a suivi. La première fois qu'il a levé la main sur moi, je me suis dit que c'était le stress. La deuxième fois, je me suis dit que ça irait mieux. Ça ne s'est jamais amélioré. J'avais été promu contrôleur principal dans ma firme, un tremplin vers le poste de directeur financier. Nathan ne m'a pas félicité. Il m'a à peine regardé. Et quand je suis rentré tard ce soir-là, après avoir fêté avec ma collègue, Linda, il m'a giflé et m'a dit que je prenais trop de liberté. C'est cette nuit-là que j'ai cessé de faire semblant. J'ai commencé à planifier en silence. Premièrement, la maison. Je l'ai achetée il y a 15 ans avec mon propre acompte. Le crédit de Nathan était trop endommagé par les dettes de jeu pour qu'il soit admissible au prêt hypothécaire. Je l'ai convaincu de me laisser être la seule propriétaire. Taux d'intérêt plus bas. Je lui ai dit qu'il était trop paresseux pour lire les documents. La maison a toujours été légalement la mienne uniquement. Deuxièmement, les papiers de divorce. Je les ai rédigés avec mon avocate, Sarah Whitman. Clair, simple, sans clause de contestation. J'avais juste besoin de la signature de Nathan, et je savais exactement quand je l'obtiendrais. Troisièmement, les preuves financières. 15 ans de relevés bancaires montrant que mon salaire avait été le seul revenu pour cette famille. Les chèques de paie de Nathan, quand il en avait, allaient au bar, au casino et aux usuriers. Quatrièmement, les caméras. J'en ai installé 8 dans toute la maison, cachées dans des détecteurs de fumée, des cadres photos, l'horloge du couloir. Pas dans les salles de bain, bien sûr, juste partout ailleurs. Pendant 3 mois, elles ont enregistré chaque gifle, chaque poussée, chaque mot vicieux que Nathan et Mélissa me lançaient. Les images étaient téléchargées sur un compte cloud sécurisé en temps réel. Sarah Whitman avait accès à chaque seconde. Et puis, il y a 3 mois, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. Nathan est rentré ivre un soir, trébuchant, marmonnant, sentant le whisky et le désespoir. Il s'est évanoui sur le canapé avec son ordinateur portable toujours ouvert à côté de lui. Je me suis tenu là dans l'obscurité, fixant l'écran lumineux. Pendant 30 ans, je lui avais fait confiance. Pendant 30 ans, j'avais été l'idiote. Plus maintenant. J'ai ouvert ses fichiers de travail, ses dossiers de sauvegarde, ses rapports de dépenses qu'il avait enregistrés localement, ceux qu'il pensait avoir supprimés du serveur de l'entreprise, faux dîner client, faux voyage de conférence inexistant, virement vers son compte personnel. 73 000. J'ai tout copié sur une clé USB. Puis j'ai créé un compte de messagerie anonyme et envoyé les fichiers directement au service des ressources humaines de son entreprise avec une seule ligne. Vous voudrez peut-être auditer votre directeur des ventes. Je ne l'ai pas signé. Je n'avais pas besoin de le faire. La vérité parlerait d'elle-même. Cinquièmement, l'expulsion. J'avais déjà contacté Bob Sullivan,
le chef de la sécurité de notre communauté résidentielle fermée de Valentine, il y a 2 semaines. J'avais expliqué la situation. Je lui avais montré l'acte de propriété, les papiers de divorce, les images des caméras. Il avait promis que lorsque j'appellerais, il viendrait immédiatement. 6e, les affaires. Cet après-midi-là, pendant que Nathan était au travail et que Mélissa dépensait mon argent, j'avais rempli 3 grands sacs poubelles avec leurs vêtements, leurs articles de toilette et leurs effets personnels. Je les avais cachés dans le garage, prêts à être jetés avec eux. Tout était prêt. J'ai ouvert le plateau d'argent et vérifié les documents une dernière fois. Acte de propriété, papier de divorce, relevé bancaire, 15 ans à porter cette famille seule, et un document supplémentaire qui détruirait complètement Mélissa. J'ai refermé le couvercle. L'horloge murale affichait 22h38. J'ai pris une grande inspiration, redressé mes épaules et suis retourné au salon. Le dîner est prêt, dis-je calmement. Asseyez-vous tous les deux. Si vous êtes toujours avec moi, faites une pause un instant et réfléchissez à ceci. Si cela vous arrivait, comment réagiriez-vous? Resteriez-vous silencieux ou prendriez-vous enfin le contrôle de votre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires et restez avec moi car ce qui se passe ensuite est le moment où tout éclate. Et juste pour que vous le sachiez, la partie suivante de cette histoire comprend des éléments dramatisés créés à des fins narratives. Certains détails peuvent ne pas être entièrement réels. Si ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez continuer, vous êtes libre d'arrêter de regarder ici. Nathan et Mélissa ont échangé des regards, confus, mais ils m'ont suivi jusqu'à la table de la salle à manger. J'ai posé le plateau d'argent au centre avec un léger tintement. « Qu'est-ce que c'est » demanda Nathan, son ton déjà défensif. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvaient 5 piles de documents. J'ai pris la première pile et les placé devant Nathan. « Ceci, dis-je, est l'acte de propriété du 2847 Arbor Glen Drive. » Nathan l'a pris, l'a balayé du regard et a froncé les sourcils. « Alors, lis le nom dessus. » Ses yeux ont parcouru la page, puis se sont arrêtés. « Morgan Mercer, propriétaire unique. » « Et ce depuis 15 ans, dis-je. Tu te souviens quand nous avons acheté cet endroit? Ton crédit était si mauvais à cause des jeux d'argent que la banque ne t'aurait pas approuvé. Je t'ai convaincu de me laisser être la seule propriétaire. Tu étais trop paresseux pour lire les documents. Tu as signé quand même. La mâchoire de Nathan s'est serrée. Mais c'est ma maison. Non, dis-je doucement. Ce n'a jamais été ta maison. Tu as juste vécu dans la mienne. Les yeux de Mélissa ont balayé entre nous, son expression passant de la confusion à l'alarme. J'ai sorti la 2e pile. Ceux-ci, dis-je, sont les papiers de divorce déjà signés par moi. Tout ce que tu as à faire est d'ajouter ta signature et nous aurons fini. Nathan m'a repoussé les papiers. Je ne signe rien. Tu le feras, dis-je. Parce que si tu ne le fais pas, je m'assurerai que toutes les preuves que j'ai contre toi finissent entre les mains de la police. Des preuves. Sa voix s'est élevée. Quelles preuves? J'ai sorti la 3e pile. 15 ans de relevés bancaires. Ceci montre que mon salaire a été la seule source de revenus pour ce foyer au cours des 15 dernières années. Tu n'as rien apporté. En fait, tu as été un fardeau. Je place la 4e pile devant lui. Ceux-ci sont des copies des rapports de dépenses internes de ton entreprise, des dîners clients falsifiés, des faux voyages de conférences, des virements bancaires vers ton compte personnel pour couvrir des dettes de jeu. Le visage de Nathan est devenu blanc. Où as-tu eu ceci? Je les ai trouvés sur ton ordinateur portable il y a 3 mois, dis-je calmement. Tu es rentré ivre, tu t'es évanoui sur le canapé. Ton ordinateur portable était toujours ouvert. J'ai tout copié, chaque fausse facture, chaque virement bancaire, chaque fichier de sauvegarde que tu pensais avoir supprimé. La voix de Nathan a craqué. Tu as fouillé mon ordinateur. 73 000 $, ai-je poursuivi. 45 000 $ en paiement à des usuriers. Tout est documenté. Nathan s'est levé, sa chaise raclant bruyamment sur le sol. Tu n'avais pas le droit. Je les ai envoyés anonymement à ton service des ressources humaines, dis-je en le coupant, il y a 3 mois. Je n'avais pas besoin de signer mon nom. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Ton entreprise enquête sur toi depuis lors.
Nathan, ils attendaient juste le bon moment pour agir. Ses mains se sont serrées en poing. Tu m'as piégé. Non, dis-je. Tu t'es piégé toi-même. J'ai juste veillé à ce que la vérité éclate. La voix de Mélissa a brisé le silence. Maman, ne m'appelle pas comme ça, dis-je sèchement. Tu m'as appelé Morgane pendant les 3 dernières années. Ne fais pas semblant maintenant. J'ai sorti la 5e et dernière pile, et celle-ci, je l'ai placée devant Mélissa. Son visage est devenu pâle lorsqu'elle a vu la page du dessus. 3 cartes de crédit, dis-je, ouvertes à mon nom, utilisant mon numéro de sécurité sociale, mon adresse, mes informations. Les mains de Mélissa tremblaient. Je peux expliquer. 22 000 $ de dette, ai-je continué, sur 3 cartes. Signature falsifiée sur chaque demande. Le vol d'identité est un crime fédéral, Mélissa. Tu pourrais aller en prison. Maman, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée en un sanglot. J'étais désespéré. Tu étais égoïste, dis-je froidement. Tu as vécu à mes dépens pendant 29 ans. Et quand ce n'était pas suffisant, tu as volé mon identité. Nathan a bondi en avant, attrapant les relevés de cartes de crédit. C'est faux. Tu ne peux pas faire ça. J'ai déjà fait, dis-je. Chaque document ici est réel. Chaque preuve est sauvegardée dans le cloud. Mon avocate a des copies. La sécurité de Valentine aussi. Je me suis tenu face à eux deux. Voici ce qui va se passer. Vous avez 2 choix. Option 1, vous signez tous les 2 les papiers de divorce, vous faites vos valises et vous partez ce soir tranquillement. Pas de drame, pas de police. Et l'option 2. Nathan a craché. J'appelle la police tout de suite. J'ai dit, avec toutes ces preuves, détournement de fonds, vol d'identité, violence domestique, j'ai 3 mois d'images de caméra montrant chaque fois que tu as posé la main sur moi, Nathan. Chaque mot cruel, chaque menace. Le visage de Nathan s'est tordu de rage. C'est ma maison. Je n'ai pas bronché. Relis l'acte de propriété. Ton nom n'y a jamais figuré. Je vais te combattre, a-t-il grogné. Je vais tout prendre. Tu n'as rien à prendre, dis-je. Et si tu essaies, je t'enterrerai. Pendant un instant, la pièce fut silencieuse, à l'exception des sanglots étouffés de Mélissa. Puis le visage de Nathan se tordit, et il bondit vers moi. Sa main levée. L'horloge murale affichait 23h01. Sa main a attrapé mon col, serrant le tissu contre ma gorge. Pas assez pour m'étrangler, mais assez pour me rappeler toutes les autres fois. Papa, frappe-la, a hurlé Mélissa depuis le canapé. Je n'ai pas lutté. Au lieu de cela, j'ai levé une main et j'ai pointé le coin du plafond. Regarde, Nathan. Sa prise s'est relâchée. Quoi? Regarde. Ses yeux ont suivi mon doigt. Mélissa s'est redressée, le cou tendu. Là. Nichée dans la moulure de la corniche se trouvait une petite lentille noire pas plus grosse qu'un bouton. Une lumière rouge clignotait régulièrement. Caméra, dis-je doucement. 8 d'entre elles dans toute la maison. La main de Nathan est tombée. Il a reculé, la tête tournant. Je l'ai regardé repérer la 2e dans le détecteur de fumée, puis la 3e dans le cadre du miroir. Tu nous as enregistrés. Pendant 3 mois, j'ai redressé mon chemisier. Chaque pièce sauf les salles de bain, le salon, la cuisine, les couloirs, la chambre. Le visage de Mélissa est devenu blanc. C'est illégal. C'est ma maison. Je peux installer des caméras de sécurité. Ma voix est restée factuelle. Et elles ont capturé des images intéressantes. Les mains de Nathan se sont serrées. Quelles images? Cet incident où tu as levé la main sur moi, y compris ce soir. J'ai fait un geste vers la caméra d'angle. Celle-là a eu un angle parfait tout à l'heure. Et Mélissa t'encourageait. Maman, ça a enregistré chaque insulte pendant 3 mois, ai-je poursuivi. Chaque fois que tu m'as traité d'inutile, chaque fois que tu as ri pendant qu'il me faisait du mal, chaque fois que tu as dépensé mon argent et que tu m'as traité comme une domestique. Je me suis retourné vers Nathan. Et d'autres choses. Des choses que tu pensais privées. Sa mâchoire s'est serrée.
Il savait que les caméras avaient capturé plus que la violence. Tout est téléchargé sur le stockage cloud en temps réel, ai-je ajouté. L'avocate Sarah Whitman a accès à chaque seconde. Même si tu détruisais chaque caméra en ce moment, les preuves sont en sécurité. Tu as planifié ça. Sa voix était à peine un murmure. Pendant 6 mois, depuis le jour où tu m'as dit que ma promotion te faisait te sentir petit. J'ai sorti mon téléphone. Je t'ai donné le choix. Signé par avec dignité. Mais tu as choisi la violence. Alors maintenant, nous faisons ça à ma façon. Attends. J'ai appuyé sur un contact nommé « Sécurité ». 2 sonneries. Nathan a dit, la peur enfin dans sa voix. Mademoiselle Morgan. Une voix masculine grave a répondu. Tout va bien? Bob, j'ai besoin de vous au 2847 Arbor Glen immédiatement. Situation d'expulsion. Nathan s'est jeté sur le téléphone. J'ai esquivé facilement. 30 ans m'avaient appris à lire ses mouvements. En chemin, 2 minutes, merci. J'ai mis fin à l'appel. Nathan est resté figé, les mains tendues. Trop tard, dis-je. Ils arrivent. Tu ne peux pas. J'ai déjà fait. Une sirène a retenti à l'extérieur, brève, nette, officielle. Nathan l'a entendu. Son visage est passé de la colère à la panique. Mélissa s'est effondrée sur le canapé, sanglotant. Ça n'arrive pas. Nathan s'est tourné vers moi. Pendant un instant, j'ai revu l'homme que j'avais. Désespéré, effrayé, petit. Tu regretteras ça. Tu seras seul. Personne. Je l'ai regardé et je n'ai ressenti rien d'autre qu'un soulagement frais. Je suis seul depuis 15 ans, Nathan. Vivre avec des gens qui te traitent comme si tu n'existais pas. C'est la chose la plus solitaire au monde. J'ai fait un geste vers les documents, les caméras, les pas qui s'approchaient à l'extérieur. Ceci est la libération. La sonnette a sonné. Un coup ferme. Sécurité. Mademoiselle Morgan. Je suis passé devant Nathan, figé au milieu de la pièce, devant Mélissa, le visage enfoui dans ses mains. J'ai ouvert la porte. Bob Sullivan se tenait sur mon perron, grand et solide dans son uniforme de la marine. Au début de la cinquantaine, cheveux gris, coupe militaire courte, autorité calme après 20 ans à gérer des conflits. Un autre garde se tenait derrière lui, la main sur sa radio. Mademoiselle Morgan. Bob a hoché la tête respectueusement. Quelle est la situation? Je me suis écarté. Il pouvait voir Nathan debout là. Mélissa pleurant. Des documents éparpillés sur la table. Ceux-ci doivent partir, dis-je doucement. Maintenant. Les yeux de Bob ont évalué la scène avec professionnalisme. Il était chef de la sécurité de Valentine depuis 8 ans. Il connaissait notre famille. Il avait vu les rapports de police que je n'avais jamais déposés. Entendu des disputes à minuit à travers les pelouses. Il savait. Compris. Il a dit, nous nous en occuperons. L'horloge affichait 23h15. Tout ce que j'avais prévu depuis 6 mois était enfin en train de se produire. J'ai reculé de l'embrasure de la porte. Bob Sullivan est entré dans ma maison avec une autorité tranquille. Le second garde a suivi, la main près de sa radio. Les yeux de Bob ont balayé la pièce. Nathan figé près de la table basse. Mélissa sanglotant sur le canapé. Des documents éparpillés partout. Mademoiselle Morgan, a dit Bob, quelle est la situation? J'ai montré Nathan et Mélissa du doigt. Ils doivent partir maintenant. Puis-je voir la documentation? Je lui ai tendu l'acte de propriété et les papiers de divorce. Bob les a lus, s'orientant vers la lumière de la lampe. Un léger hochement de tête quand il a trouvé ce dont il avait besoin. Tout est en ordre. Il me les a rendus. Nous pouvons procéder. C'est illégal. La voix de Nathan a craqué. Vous ne pouvez pas nous chasser. Bob s'est tourné vers lui, soudain plus redoutable. Monsieur, ceci est une propriété privée. La seule propriétaire vous demande de partir. Préférez-vous que j'appelle la police de Charlotte-Mecklenburg? Mademoiselle Morgan a des motifs de délit de propriété.
La bouche de Nathan s'est refermée brusquement. La voix de Mélissa est venue, mince et désespérée. Nous n'avons nulle part où aller. Il est presque minuit. Je l'ai regardé. Tu aurais dû y penser avant de voler mon identité et d'accumuler 22 000 $ de dettes. Son visage s'est froissé. Bob a jeté un coup d'œil entre nous. 5 minutes pour récupérer vos effets personnels. Vêtements, téléphone, portefeuille, rien d'autre. Allez-y. Nathan a couru à l'étage. Mélissa s'est précipitée après lui. Des tiroirs ont claqué, des placards se sont ouverts, des voix se sont chevauchées dans la panique. J'ai traversé la cuisine jusqu'au garage. Les 3 sacs poubelles noirs étaient là où je les avais laissés cet après-midi derrière les poubelles de recyclage. Je les ai traînés, lourds et pleins, et je les ai tirés jusqu'à la porte d'entrée. Je les ai poussés dehors sur le porche avec des bruits sourds. Bob a regardé mais n'a rien dit. Nathan est apparu en haut des escaliers, les bras chargés de vêtements, un chargeur de téléphone pendouillant. Mélissa a suivi, serrant un sac de voyage à moitié zippé. Ils se sont arrêtés quand ils ont vu les 3 sacs noirs sur le porche derrière moi. Quoi? Mélissa a fixé les sacs. Qu'est-ce que c'est? Vos affaires. Je les ai faites cet après-midi. Vêtements, chaussures, articles de toilette, l'essentiel. Le visage de Nathan est devenu violet. Tu as planifié. 5 minutes sont écoulées, a dit Bob. Il est temps de partir. Le second garde s'est interposé entre Nathan et moi. Bob s'est approché pour escorter Mélissa. Non, je ne pars pas. La voix de Nathan est devenue dangereuse. Bob n'a pas bronché. Monsieur, vous devez venir avec nous. La manière facile ou la manière difficile? Votre choix. Nathan m'a regardé, rage, incrédulité, peur, haine défilant sur son visage. Tu le paieras. Tu m'entends? Je me tenais les bras croisés, silencieuse. La main de Bob s'est refermée sur l'épaule de Nathan. Allons-y. Ils l'ont poussé vers la porte. Mélissa a trébuché derrière, pleurant. Nathan a attrapé un sac noir, Mélissa un autre. Le garde a tendu le 3e à Nathan. Nathan s'est retourné. Tu seras seul. Personne ne voudra de toi. Tu as 62 ans et tu mourras seul. Les mots auraient dû faire mal. Il y a 1 an, il l'aurait fait. Je suis seul depuis 15 ans, Nathan, dis-je doucement. Vivre avec toi a été la chose la plus solitaire que j'ai jamais vécue. Ceci. Je fis un geste autour de moi. Ceci est la libération. Bob les a guidés en bas des marches. Puis, comme si l'univers l'avait attendu, le ciel s'est ouvert. La pluie est tombée à verse. Froide, soudaine, implacable. Le tonnerre a grondé au-dessus d'Uptown Charlotte. Nathan et Mélissa se tenaient sur mon allée, serrant des sacs poubelles, la pluie les trempant en quelques secondes. La lumière du porche éclairait l'eau qui coulait sur leur visage. Mélissa a regardé en arrière. Maman, s'il te plaît. Pendant une seconde, je l'ai revue à 7 ans, me tenant la main au parc avant que Nathan ne lui apprenne que la cruauté était monnaie courante. Je n'ai pas de fille, dis-je. Ma voix n'a pas tremblé. Je n'en ai pas eu depuis des années. Bob se tenait entre nous, la pluie assombrissant son uniforme. Mademoiselle Morgan, déposez des accusations pour l'agression ou le détournement de fonds. Pas ce soir, mais s'ils reviennent, l'un ou l'autre, appelez immédiatement la police. Compris. Nous surveillerons la propriété. Merci, Bob. Il a hoché la tête et a suivi Nathan et Mélissa. 3 silhouettes ont marché vers le portail. 2 gardes de sécurité et 2 personnes portant tout dans des sacs poubelles. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé jusqu'à ce qu'ils disparaissent sous la pluie et dans l'obscurité. Puis je suis entré, j'ai fermé la porte, j'ai tourné le verrou. Le clic a résonné dans la maison silencieuse. Ma maison. La mienne seule. Je me suis appuyé contre la porte. Les yeux fermés, sentant 30 ans glisser de mes épaules. C'était fait. 30 ans passés en 40 minutes. J'ai marché jusqu'à la fenêtre du salon. À travers la vitre mouillée par la pluie, je pouvais distinguer 2 silhouettes au bout d'Arbor Glen Drive, debout sous le panneau d'entrée, essayant de s'abriter.
Nathan était au téléphone, appelant probablement un taxi qui ne viendrait pas. Mélissa se tenait à côté de lui, les bras croisés, le sac poubelle à ses pieds. Ils n'avaient aucune idée où ils allaient. Et pour la première fois en 15 ans, ce n'était pas mon problème. L'horloge affichait 23h40. Je me suis détourné de la fenêtre et me suis versé un verre d'eau. Mes mains étaient stables. Ma maison était silencieuse, et j'étais enfin libre. Je suis resté à la fenêtre du salon plus longtemps que prévu, regardant la pluie brouiller les lumières de la rue en Doualo. Même après qu'ils aient disparu de ma vue, je n'arrivais pas à me détourner. L'horloge a dépassé minuit, mardi matin, techniquement, les premières heures de ma nouvelle vie. Je me suis demandé où ils iraient. Si Nathan ravalerait sa fierté et appellerait quelqu'un, un ami, un collègue, n'importe qui pourrait les héberger à cette heure. Si Mélissa comprendrait enfin ce que signifiait n'avoir nulle part où atterrir en toute sécurité. À travers la vitre mouillée, j'imaginais pouvoir encore les voir à l'entrée du lotissement. Nathan tapant frénétiquement sur l'écran de son téléphone tandis que Mélissa se blottissait sous le panneau d'entrée décoratif qui disait « Valentine, une communauté d'excellence ». L'ironie ne m'a pas échappé. J'ai appris plus tard par Linda, qu'il a entendu de sa voisine qui travaillait la nuit à la sécurité, ce qui leur était réellement arrivé cette nuit-là. Nathan avait essayé d'appeler un taxi, 3 compagnies différentes. Mais avec seulement $47 dans son portefeuille et aucune carte de crédit fonctionnelle, les siennes étaient au plafond à cause des jeux d'argent, celles de Mélissa étaient les frauduleuses à mon nom, personne ne viendrait. Les applications Uber et de partage de trajets exigeaient un paiement anticipé. Son compte était gelé. Alors ils ont marché sous la pluie, portant des sacs poubelles noirs. Ils ont marché jusqu'au parc public le plus proche, un petit espace vert à environ 1 km d'Arbor Glen Drive. Il y avait un pavillon là-bas, le genre avec des tables de pique-nique boulonnées au béton, où les familles organisaient des fêtes d'anniversaire les week-ends d'été. C'est là qu'ils ont passé la nuit. J'imaginais le téléphone de Mélissa mourir lentement, le pourcentage de batterie diminuant tandis qu'elle faisait défiler désespérément ses contacts, essayant de trouver quelqu'un qui répondrait à 1h30 du matin. J'imaginais Nathan assis sur une table de pique-nique humide, le dos appuyé contre un poteau de support, ressentant enfin tout le poids de ce qu'il avait perdu. Se sont-ils battus? Probablement. Mélissa le blâmant pour le jeu, le tempérament, la violence qui les avait menés à ce moment. Nathan criant qu'il l'avait soutenu pendant 29 ans, oubliant commodément que c'était mon salaire qui payait tout. Avec l'argent de maman, aurait dit Mélissa. Et peut-être que c'est là que ça les a enfin frappés tous les deux. La pluie aurait ralenti vers 3 heures du matin. C'est ce qu'elle faisait à Charlotte. Ces tempêtes printanières qui venaient fort et vite puis s'adoucissaient en bruine. J'imagine Nathan affalé sur ce banc de pierre, son dos douloureux par le froid et l'humidité. Mélissa recroquevillée sur la table elle-même, utilisant un des sacs poubelles comme couverture, pleurant jusqu'à s'endormir par intermittence. À l'aube, je préparais du café dans ma cuisine tranquille. À ce moment-là, Nathan se serait levé, ses articulations raides, la batterie de son téléphone dans le rouge, 12%, peut-être moins. Je vais au bureau, aurait-il dit à Mélissa, je vais arranger ça. Et Mélissa, épuisée et effrayée. Et si maman leur a déjà tout dit? Elle n'oserait pas. C'est ce qu'il aurait pensé. Que je bluffais, que les preuves de détournement de fonds étaient fausses ou que je ne le dénoncerais jamais parce que cela embarrasserait la famille. Il avait passé 30 ans à me sous-estimer. Pourquoi ce matin serait-il différent? J'ai siroté mon café en regardant le soleil se lever par la fenêtre de ma cuisine, ma fenêtre dans ma maison, et je savais exactement où Nathan se dirigeait. South Park, Morrison Boulevard, son bureau, où il avait travaillé pendant 2 ans, où il pensait avoir encore un emploi. Il n'avait aucune idée qu'hier, lundi, pendant que j'étais au travail et qu'il se prélassait dans son fauteuil inclinable, son entreprise avait terminé son audit interne. Que les rapports d'anomalie étaient déjà sur le bureau de son PDG. Que la directrice des ressources humaines, Jennifer Walsh, avait déjà rédigé les documents de licenciement. Il se dirigeait vers une embuscade et ne le savait pas. Mélissa serait restée dans ce parc, je l'ai supposé. Serrant son sac poubelle, son téléphone à 4%, se demandant comment sa vie s'était effondrée en une seule nuit. J'ai posé ma tasse de café. L'horloge de mon micro-ondes affichait 6 heures du matin. Nathan était probablement à mi-chemin de South Park maintenant, marchant le long de la route principale, encore humide de la pluie,
portant son sac misérable de ses affaires et ce qui restait de sa fierté. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la culpabilité, peut-être des remords, un petit pincement de sympathie pour l'homme que j'avais autrefois assez aimé pour l'épouser. Mais tout ce que je ressentais était la satisfaction tranquille d'un plan parfaitement exécuté et la paix profonde et installée d'être enfin seul. À 7h45 ce matin-là, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de David, un collègue de l'entreprise de Nathan. « Morgan, je viens de voir Nathan entrer dans le bâtiment. Il a l'air mal en point. Les RH ont convoqué une réunion d'urgence à 9h. Je pensais que tu devrais savoir. » J'ai fixé le message depuis mon bureau d'angle au 40e étage. Par la fenêtre, Uptown Charlotte brillait sous le soleil du matin, net, propre, impitoyable. Nathan n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je n'ai pas répondu à David. Je n'avais pas besoin de le faire. Je savais déjà exactement ce qui allait se passer. Nathan a franchi les portes vitrées de son immeuble de bureau, trempé et épuisé. Sa chemise était froissée, tachée de pluie et de sueur. Ses cheveux étaient emmêlés. Il sentait comme un homme qui avait dormi dans un pavillon de parc. La réceptionniste a levé les yeux, surprise. « Monsieur Mercey. »« Bonjour » a marmonné Nathan, la bousculant en direction de l'ascenseur. Il avait 45 minutes avant l'arrivée de quiconque. 45 minutes pour se nettoyer, pour avoir l'air présentable, pour comprendre ce qu'il allait faire. Il n'avait pas 45 minutes. Nathan était assis à son bureau, regardant fixement l'écran de son ordinateur lorsque la notification par email a retenti de Jennifer Walsh, directrice des ressources humaines. Objet, réunion urgente requise. Heure, 9h. Salle de conférence B, Nathan, votre présence est requise pour une réunion urgente ce matin à 9h dans la salle de conférence B. Ceci est obligatoire et urgent. Jennifer Walsh. L'estomac de Nathan s'est noué. Il s'est dit que c'était routine, un conflit d'horaire, une plainte de client, mais au fond de lui, il savait. 8h45. L'attente. Nathan était assis dans le couloir devant la salle de conférence B, sa jambe sautant de manière incontrôlable. La batterie de son téléphone était à 4%. Il lui restait $12 dans son portefeuille. Mélissa ne répondait pas. Et Morgan. Morgan l'avait détruit. La porte s'est ouverte. Jennifer Walsh se tenait dans l'embrasure, au début de la quarantaine, tailleur impeccable, aucune chaleur dans son expression. Entrez, Nathan. Il l'a suivi à l'intérieur. Assis en bout de table, il y avait Michael Grant, le PDG. 50 ans, costume ajusté, yeux froids. Sur la table devant eux se trouvait un épais dossier étiqueté « Audit interne ». Nathan sentit sa gorge se serrer. « Asseyez-vous » dit Michael. Nathan s'est assis. Jennifer a ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des impressions, des dizaines. Rapport de dépenses, relevé de virement bancaire, relevé bancaire. Nous avons reçu un email anonyme il y a 3 mois, a commencé Jennifer. Avec des pièces jointes, des fichiers de sauvegarde de votre propre ordinateur portable, des rapports de dépenses que vous pensiez avoir supprimés, des relevés de virement bancaire. L'expéditeur n'a pas laissé de nom, mais les preuves étaient irréfutables. Nous avons lancé un audit interne complet immédiatement. La bouche de Nathan est devenue sèche. Je peux expliquer. Vous avez détourné $73 000, dit Michael, sa voix neutre. Sur 18 mois. Faux dîner client, faux frais de conférence, virement bancaire directement sur votre compte personnel. J'allais rembourser. Vous remboursiez des dettes de jeu, Jennifer l'a coupé. $45 000 à des usuriers. Nous avons les reçus, Nathan. Les relevés bancaires, les images de sécurité vous montrant accéder au compte de l'entreprise après les heures de bureau. Les mains de Nathan ont serré le bord de la table. C'est un coup monté. Ma femme. Votre femme, a dit Michael froidement. N'a rien à voir avec ça. Vous avez volé cette entreprise. Vous avez violé notre confiance et vous avez enfreint la loi. Jennifer a fait glisser une seule feuille de papier sur la table. Avec effet immédiat, votre contrat est résilié. La sécurité vous escortera hors des lieux. Vous avez 10 minutes pour récupérer vos effets personnels.
Si vous tentez d'accéder aux biens de l'entreprise, aux fichiers ou aux clients après avoir quitté ce bâtiment, nous porterons plainte. Nathan a fixé le papier, sa vision se brouillant. Nous pourrions impliquer la police, a ajouté Michael. Nous devrions probablement, mais pour l'instant, nous vous donnons une chance de partir discrètement. Saisissez-la. La voix de Nathan a craqué. Je n'ai rien. Ce n'est pas notre problème, a dit Jennifer. À 9h15, Nathan a été escorté hors du bâtiment par la sécurité, portant une boîte en carton avec une tasse de café, un cadre photo et 3 stylos à l'intérieur. Son téléphone était mort. Son portefeuille était vide. Sa carrière était terminée. Et quelque part en ville, Morgan commençait la sienne. Ce matin-là, je me suis habillé pour le travail avec plus de soin que d'habitude. Costume gris anthracite, celui que j'avais acheté le mois dernier, mais que je n'avais pas eu le courage de porter. Il ressemblait à une armure. J'ai épinglé mes cheveux en un chignon soigné, appliqué du rouge à lèvres dans une teinte que j'avais toujours jugée trop audacieuse. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'avais exactement le bon âge pour ça. À 9h, j'ai rencontré Michael Grant, PDG de l'entreprise où j'avais travaillé pendant 20 ans. Son bureau au 42e étage surplombait toute la ville. Morgan, a-t-il dit en me serrant la main. Félicitations pour le poste de directrice financière. C'est officiel aujourd'hui. Directrice financière, le titre pour lequel j'avais travaillé 2 décennies. Merci, Michael. Je suis enthousiaste pour ce nouveau chapitre. Nous avons passé 1 heure sur les plans de transition, les projections budgétaires, les examens trimestriels, des discussions professionnelles, sauf que maintenant c'était moi qui prenais les décisions finales. À 10h, nous sommes sortis ensemble. Michael se dirigeait vers une réunion pour le petit déjeuner. Je prenais un café. La porte tournante nous a craché sur South Tryon Street. Le centre-ville de Charlotte bourdonnait d'énergie ce mardi matin, costumes d'affaires, food truck, le tramway qui passait en tintant. Michael parlait de l'événement caritatif du mois prochain quand je l'ai vu de l'autre côté de la rue, debout sur le trottoir d'en face. Nathan, il tenait une boîte en carton. Sa chemise de la veille était froissée et tachée, ses cheveux en bataille à l'arrière. Il avait l'air d'avoir pris 10 ans en une nuit. Nos regards se sont croisés à travers 4 voies de circulation. Pendant 3 secondes, le monde est devenu silencieux. J'ai vu sa bouche s'ouvrir. Je l'ai vu faire un pas vers le trottoir, la boîte, glissant presque. Je l'ai vu lever les mains comme s'il allait crier. Et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni satisfaction, pas même pitié, juste une indifférence lointaine et froide. Comme si je regardais un étranger qui ressemblait vaguement à quelqu'un que j'avais connu. Morgan. La voix de Michael m'a ramené. Tu vas bien? Je me suis détourné de Nathan, j'ai souri à Michael. Je suis parfaite. Désolé. J'ai cru voir quelqu'un. Un vieil ami. Non, juste quelqu'un que je connaissais autrefois. La voiture de fonction de Michael est arrivée, une Lincoln Town Car noire aux vitres teintées. Le chauffeur a ouvert la porte arrière. Puis-je vous déposer? J'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de la rue. Nathan se tenait figé, la boîte serrée contre sa poitrine. Les gens affluaient autour de lui comme l'eau autour d'une pierre. Il avait compris. Le timing, la chorégraphie. Audit le lundi, expulsion le lundi soir, 23h40, licenciement le mardi, 9h15, et maintenant 10h le mardi matin, moins de 12 heures après avoir verrouillé ma porte, me voilà, promu, réussissant, debout avec le PDG pendant que Nathan tenait tout dans une boîte. J'avais planifié chaque minute, et il le savait enfin. Morgan. Michael attendait près de la voiture. Oui, un petit tour serait charmant. Je me suis glissé sur la banquette arrière, cuir frais. La porte s'est refermée avec un bruit sourd. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé par la fenêtre une dernière fois. Nathan avait laissé tomber la boîte. Elle s'est renversée sur le trottoir. Tasse de café, stylo, photographie brisée, verre éparpillé. Il était à genoux, ramassant les morceaux tandis que les gens le contournaient, agacés. J'ai regardé jusqu'à ce que nous tournions le coin et qu'il disparaisse. Grosse journée, dit Michael, faisant défiler son téléphone. Comment vous sentez-vous?
Je me suis appuyé en arrière et j'ai laissé échapper un souffle que j'avais retenu pendant 30 ans. Libre, dis-je. Je me sens libre. Michael a souri, sans comprendre, mais satisfait. C'est ça l'esprit. Vous l'avez mérité, Morgan. Je l'avais mérité. Avec chaque heure travaillée pendant que Nathan regardait la télévision, chaque chèque de paie déposé pendant qu'il jouait. Chaque nuit passée éveillé, planifiant mon évasion pendant qu'il ronflait, inconscient. J'avais mérité chaque instant. La voiture s'est insérée dans Fort Street, en direction du centre-ville. Par la fenêtre, Charlotte semblait magnifique, verre et acier et possibilités. Quelque part derrière nous, Nathan était probablement encore à genoux, ramassant les morceaux d'une vie qu'il avait lui-même brisée. Et j'étais dans une Lincoln Town Car, en route vers un avenir qu'il ne pouvait pas toucher. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Linda, café cet après-midi. J'ai des nouvelles. Réponse immédiate. J'ai entendu dire que le PDG a appelé ce matin. Directrice financière Morgan. Si fier de toi. J'ai souri et j'ai rangé mon téléphone. La voiture a glissé dans le centre-ville, douce et silencieuse, me transportant vers tout ce pourquoi je m'étais battu. Et je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. Je ne savais pas ce qui leur était arrivé cet après-midi-là. J'étais à mon bureau, encore en train de m'habituer à la plaque nominative lisant Morgan Richardson, directrice financière, quand Linda est passée avec du café et des félicitations. Ce n'est que plus tard que j'ai reconstitué où ils étaient allés, ce qu'ils avaient fait, à quel point ils étaient tombés en 24 heures. Pendant que je m'installais dans mon bureau d'angle, ils vendaient les dernières pièces de leur dignité. Nathan est retourné au parc vers 12h30. Mélissa était toujours là, blottie sous le pavillon, des sacs poubelles à côté d'elle. Téléphone mort, maquillage étalé en cerne sombre. Eh bien, dit-elle quand elle le vit. Nathan s'est laissé tomber sur le banc. Je suis viré. Quoi? Ils étaient au courant du détournement de fonds, de tout. Sa voix était creuse. Et je l'ai vue, Morgan, sortir de son immeuble du centre-ville avec son PDG. Elle a été promue directrice financière. Il a ri amèrement. Elle a tout planifié. Audit le lundi, expulsion le lundi soir, viré le mardi matin, promu le mardi matin. Elle a chronométré chaque élément. Le visage de Mélissa est devenu gris. Pendant que nous vivions dans sa maison, elle planifiait. Nous n'avons rien, dit Nathan. Pas d'argent, pas de maison, pas de travail. C'est de ta faute. La voix de Mélissa s'est élevée. Tes jeux de hasard. Ton tempérament. Tais-toi. Non, tu as détruit. Sa main a claqué sur son visage. Mélissa a trébuché en arrière, heurtant le poteau. Elle l'a regardé, la main sur sa joue, les yeux écarquillés. Tu es comme lui, murmura-t-elle. Exactement comme lui. Nathan a regardé sa main levée et l'a lentement baissée. 30 ans a frappé Morgan, maintenant il commençait avec Mélissa. Le cycle continuait. Nous avons besoin d'argent, dit-il finalement. Que avons-nous? Ils ont compté. Nathan avait $47 en espèces, une fausse montre Tag Heuer et une alliance. Mélissa avait $12, des boucles d'oreilles en diamant que Morgan lui avait données à 21 ans et un iPhone. Nous vendons tout. Nathan a dit que le prêteur sur gage de Central Avenue avait des barreaux aux fenêtres et un néon clignotant indiquant « Cash ». L'homme derrière le comptoir, quinquagénaire, barbe, tatouage fané, les a examinés avec une reconnaissance fatiguée. Nathan a posé la montre. Tag Heuer, valeur 8 cents. L'homme l'a prise, a reniflé. Fausse. 200 à 200 ou rien. La mâchoire de Nathan s'est serrée. D'accord. Mélissa a posé les boucles d'oreilles, les mains tremblantes. De vrais diamants, d'une valeur de 8000. L'homme les a examinés à travers une loupe. 650. 650. La voix de Mélissa a craqué. Pour des boucles d'oreilles à $8000. L'offre et la demande. Le mieux que je puisse faire. Nathan a posé son alliance. 30 ans de mariage. Combien? $350. Nathan a fermé les yeux. Marché conclu. $1200 au total.
Ils sont sortis avec de l'argent et rien d'autre de valeur. Le Budget Inn, sur East Independence Boulevard annonçait des tarifs hebdomadaires et des lettres écaillées. Le parking était un asphalte fissuré et des mégots de cigarettes. Le bureau sentait le moisi et le désodorisant fatigué. 180 la semaine, dit l'employé, sans lever les yeux. Paiement comptant. Nathan a compté les billets. Une semaine. L'employé lui a tendu une clé en plastique. Chambre 14. Départ 10 heures. La chambre 14 avait une moquette tachée, une télévision qui clignotait, des carreaux de salle de bain qui étaient peut-être blancs en 1987. Mélissa a repéré une blatte et a laissé échapper un cri étranglé. Ils se sont assis sur le lit, une planche de contreplaqué avec un drap fin. « Comment en sommes-nous arrivés là » murmura Mélissa. Nathan n'a pas répondu pendant longtemps. Puis, ta mère ? Elle nous a détruits. Non. La voix de Mélissa était calme mais ferme. Nous nous sommes détruits nous-mêmes. Nathan s'est tourné pour la regarder. Tu as joué notre argent, volé ton entreprise, frappé maman pendant 15 ans, et moi. Sa voix s'est brisée. J'ai volé son identité. J'ai ri quand tu l'as frappé. Je l'ai traité comme rien. Elle ne nous a pas détruits, papa. Elle a juste cessé de nous laisser la détruire. Nathan n'a pas répondu. Il s'est allongé et a fixé le plafond taché d'eau. À côté de lui, Mélissa a essuyé ses yeux et a regardé l'enveloppe. 1020 $ que Nathan avait glissé sous son oreiller. Tout ce qui leur restait. L'horloge affichait 18h47. Mardi soir. Moins de 36 heures depuis que Morgan leur avait servi le dîner sur un plateau d'argent. Mélissa s'est allongée, se détournant de son père. Mais elle n'a pas dormi. Elle n'arrêtait pas de penser à cette enveloppe. Je ne le savais pas cette nuit-là, mais pendant que je dormais paisiblement dans ma maison tranquille sur Arbor Glen Drive, Mélissa faisait le même choix que j'avais fait 24 heures plus tôt. Le choix de se sauver elle-même. Linda m'a dit plus tard ce que les images de sécurité du motel montraient. Ce que Mélissa a fait dans les heures sombres du mercredi matin pendant que son père dormait et que je rêvais de mon nouveau bureau avec mon nom sur la porte. À 2 heures du matin, Nathan dormait enfin profondément. 48 heures sans repos l'avaient rattrapé. Il était allongé sur le dos sur ce terrible lit de motel, la bouche ouverte, ronflant doucement. Mélissa était à côté de lui, les yeux grands ouverts, fixant le plafond taché d'eau. Elle était restée là pendant 7 heures, pensant, calculant, arrivant à la même conclusion encore et encore. J'ai 29 ans. Pas de diplôme universitaire, pas de réelle expérience professionnelle, pas d'avenir. Le jeu de papa va épuiser cet argent en quelques semaines, peut-être quelques jours. Si je reste, je me noierai avec lui. Je dois me sauver. À 2 heures exactement, elle s'est assise lentement, avec précaution. Les ressorts du lit ont grincé, mais Nathan n'a pas bougé. Elle a tendu la main sous son oreiller. L'enveloppe était là, à peine cachée. Il était trop épuisé pour penser à la sécurité, trop brisé pour imaginer que sa fille lui ferait ce qu'il m'avait fait pendant 30 ans. Prendre ce qui n'était pas vraiment à elle. Mélissa a sorti l'enveloppe et l'a portée à la salle de bain, a verrouillé la porte, s'est assise sur le couvercle des toilettes fermées, et a compté sous la lumière fluorescente vacillante. 1020 $. Tout ce qu'ils avaient. Elle a pris 20 $ et les a remis dans l'enveloppe. Assez pour que Nathan mange pendant un jour, peut-être 2. Pas assez pour que cela compte. L'autre millier, elle l'a plié soigneusement et l'a fourré dans la poche avant de son jean. Elle a changé ses vêtements de nuit pour un jean et un sweat à capuche, s'est lavé le visage, s'est regardée dans le miroir taché, et a à peine reconnu la femme qui la regardait. Quand était-elle devenue cette personne ? Elle connaissait la réponse. Elle avait toujours été cette personne. Elle avait juste été meilleure à le cacher quand maman payait les factures. Mélissa a trouvé un bloc-notes de motel et un stylo près de l'évier de la salle de bain. Elle a écrit rapidement, « Papa, je suis désolée. Je dois partir. » Elle a plié la note, est retournée dans la pièce et l'a posée sur la table de nuit à côté du lit de Nathan. Il ronflait toujours, la bouche ouverte, vulnérable. 50 ans de mauvais choix gravés dans les lignes de son visage. Juste un instant, Mélissa a ressenti quelque chose comme de la culpabilité.
Puis elle a pensé à l'enveloppe d'argent dans sa poche, aux billets de bus et au nouveau départ et aux villes où personne ne connaissait son nom. Elle a ouvert la porte aussi doucement que possible, s'est glissée dehors, l'a laissé se refermer doucement derrière elle. À l'extérieur, le parking du motel était vide à l'exception de quelques voitures abîmées et d'un camionnette avec une bâche sur la benne. Les lumières de sécurité bourdonnaient au-dessus, attirant les papillons de nuit. Quelque part au loin, une sirène hurlait. Mélissa a sorti son iPhone, toujours à 38% de batterie, et a ouvert l'application de covoiturage. Prise en charge au budget Inist Indépendance Boulevard. Dépôt au Charlotte Transportation Center. Le prix s'est affiché, 15 $. Elle a confirmé. Le chauffeur arrive dans 8 minutes. Elle s'est tenue sous un lampadaire mourant et a attendu, les bras croisés, même s'il ne faisait pas froid. Juste après 2 heures du matin un mercredi. Le monde semblait vaste et vide et plein de possibilités. 8 minutes plus tard, une Toyota argentée est entrée sur le parking. Le chauffeur, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux fatigués, a baissé sa vitre. Mélissa, c'est moi. Montez. Mélissa s'est glissée sur la banquette arrière. La voiture sentait le désodorisant à la vanille et le vieux café. Gare routière Greyhound, a demandé le chauffeur. Oui, Charlotte Transportation Center. Fugou nouveau départ? Mélissa a regardé par la fenêtre tandis que le panneau « Budget In » s'estompait derrière eux. Y a-t-il une différence? Le chauffeur a souri tristement. Pas vraiment, ma chérie. Pas vraiment. Ils ont roulé dans les rues vides de Charlotte, devant des commerces fermés et des quartiers endormis, et le seul restaurant ouvert toute la nuit. Mélissa a tout regardé défiler, et n'a rien ressenti. Ni regret, ni peur, juste une sorte de soulagement creux. Elle avait 1000 $ et un téléphone et personne à qui rendre des comptes. C'était plus de liberté qu'elle n'en avait jamais eu dans sa vie. La caméra de sécurité du motel avait tout filmé. Mélissa marchant jusqu'au parking, montant dans la voiture, partant. Mais Nathan ne vérifierait pas ces images. Ne penserait même pas à demander. Il se réveillerait, lirait la note et réaliserait que sa fille avait fait exactement ce que je leur avais appris à tous les deux. Elle s'était choisie elle-même. À 2h30 du matin, pendant que Nathan dormait dans la chambre 14 du Budget In, rêvant des rêves que les hommes désespérés rêvent, Mélissa était à mi-chemin de la gare routière Greyhound avec tout ce qui lui restait dans sa poche. Et j'étais chez moi dans mon lit dans ma maison, dormant mieux que je n'avais dormi depuis 15 ans. Aucun de nous ne le savait encore, mais l'histoire était loin d'être terminée. Mercredi matin, j'étais en train d'examiner les budgets trimestriels quand Bob Sullivan a appelé. Mademoiselle Morgan, votre ex-mari s'est présenté à la maison. J'ai posé mon stylo. A-t-il essayé d'entrer? A essayé. N'a pas pu. Les serrures sont changées. Il a regardé par les fenêtres, puis s'est effondré sur le perron. La voix de Bob s'est adoucie. J'ai dû l'escorter dehors. Il est en mauvaise posture. Merci de vous en être occupé, Bob. Il ne reviendra pas. J'ai été très clair. Après avoir raccroché, j'ai fixé le skyline de Charlotte par ma fenêtre. Quelque part là-bas, Nathan découvrait à quel point j'avais complètement démantelé sa vie. Puis je suis retourné à mon tableur. Plus tard, Bob a complété le reste. Nathan s'est réveillé à 9h mercredi matin dans une chambre vide. Mélissa, a-t-il appelé? Mélissa. Silence. Il s'est redressé. La porte de la salle de bain était ouverte, vide. Son sac poubelle avait disparu. Toute trace d'elle s'était évanouie. Puis il a vu la note sur la table de nuit. Papa, je suis désolé. Je dois partir, non, a-t-il murmuré. Il a tendu la main sous son oreiller. L'enveloppe était là, mais trop légère, à l'intérieur, un seul billet de 20 $. 1000 $ partis. Elle a tout pris. Il a respiré. Ma propre fille. 30 ans à me prendre. Et Mélissa avait trop bien appris la leçon. À 9h30, le gérant du motel a frappé. Monsieur Nathan, la semaine se termine demain, vous payez pour une autre. Nathan a regardé les 20 $ dans sa main. Une semaine coûtait 180. Il avait 20. Je n'ai pas d'argent. Dehors avant 10h jeudi. Pas d'exception.
Le gérant est parti. À 10 heures, Nathan a essayé son téléphone. A appelé Mélissa. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. M'a appelé. L'appelant que vous essayez de joindre n'accepte pas les appels de ce numéro. M'a envoyé un email. Cet expéditeur a été bloqué par le destinataire. Rien. Personne. Nulle part. Nathan a jeté son téléphone à travers la pièce. L'écran a craqué mais ne s'est pas brisé. À 11 heures, il est sorti du budget et a commencé la longue marche vers Valentine. 45 minutes plus tard, il se tenait au 2847 Arbor Glen Drive. La première chose qu'il a vue, un panneau sur la pelouse. Vendu. Non. A-t-il respiré? Comment? Il a essayé sa clé. Ça n'a pas marché. Serrure changée. Il a regardé par la fenêtre avant. Vide. Complètement, absolument vide. Le canapé disparu. Son fauteuil inclinable disparu. La table basse disparue, les murs nus, pas de photos, pas de meubles, rien. Comme si personne n'avait jamais vécu là. Nathan est allé de fenêtre en fenêtre. Cuisine vide, salle à manger vide. Par la fenêtre arrière, il pouvait voir que les chambres à l'étage étaient également entièrement vidées. Il semblait que personne n'avait jamais vécu là du tout. Nathan s'est agenouillé sur le perron. Elle l'a vendu, a-t-il murmuré. Mais ça ne fait que 3 semaines. Mais même en le disant, la compréhension l'a envahi. Je n'avais pas mis la maison en vente après les avoir expulsés. Je l'avais mise en vente 1 mois avant. J'avais signé le contrat de vente avec une clause de remise immédiate dans la semaine. Et parce que la maison avait toujours été uniquement à mon nom, achetée il y a 15 ans quand son crédit était trop endommagé par le jeu pour être admissible, Nathan n'avait aucun mot à dire légalement sur la vente. Aucune signature requise. Aucun consentement nécessaire. Cela n'avait jamais été sa maison légalement, juste la mienne. Des déménageurs professionnels étaient arrivés à 4 heures du matin le mardi, pendant que Nathan errait dans les rues et que Mélissa était recroquevillée dans ce pavillon de parc. Au moment où le soleil s'est levé le mardi matin, la maison était vide. Meubles, photos, toute trace de nos vies disparues, chargés dans des camions et emportés pendant qu'ils dormaient sur des bancs de parc. 485 000 $ déposés sur mon compte le lundi après-midi. Et Nathan ne le savait pas jusqu'à ce moment, agenouillé sur le perron avec 20 $ en poche. Un véhicule de sécurité s'est arrêté derrière lui. Bob Sullivan est sorti. « Monsieur, vous devez partir. » « C'était ma maison, » dit Nathan, la voix brisée. « J'ai vécu ici 30 ans. J'ai élevé ma fille ici. Plus maintenant. » La main de Bob s'est posée sur sa radio. Mademoiselle Morgan a été claire. « Vous n'êtes pas le bienvenu. Si vous revenez, l'un ou l'autre, elle portera plainte pour intrusion. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas mon problème, mais vous devez quitter Valentine maintenant. » Bob l'a accompagné jusqu'à l'entrée du lotissement. Des voisins jetaient un coup d'œil à travers les rideaux, chuchotaient derrière les portes. Au portail, Bob s'est arrêté. « Je suis désolé que ça en soit arrivé là, mais vous l'avez cherché. » Nathan n'a rien dit. Il a juste franchi le portail, retournant vers le budget inn. 20 $ en poche, nulle part où aller. Midi, ce mercredi-là, 72 heures après que je lui ai servi le dîner sur un plateau d'argent. Nathan n'avait rien. Ni femme, ni fille, ni maison, ni travail, ni argent, ni avenir. Juste 20 $ et la longue marche de retour vers un motel qui le mettrait dehors demain. 6 mois se sont écoulés. Je n'ai pas vu Nathan. Je n'ai pas vu Mélissa. Pour être honnête, je n'y ai pas beaucoup pensé. J'étais trop occupé à construire la vie que j'aurais dû avoir depuis le début. En juin, 3 mois après leur avoir fermé la porte au nez, j'étais officiellement directrice financière. En août, j'avais lancé la fondation. En septembre, je planifiais notre premier événement caritatif majeur. Mais Linda m'a tenu informé. Elle avait une façon d'entendre les choses à travers son réseau de quartier, à travers des gens qui connaissaient des gens qui avaient vu Nathan dans les refuges ou les cliniques gratuites autour de Charlotte. Voici ce qu'elle m'a dit sur ces 6 mois. Mois 1 et 2. Nathan a fini au refuge de l'armée du salut sur North Tryon. Ce n'était pas le pire endroit où être sans abri à Charlotte,
mais ce n'était pas bon non plus. Chaque matin, il faisait la queue pour le petit déjeuner, de la bouillie d'avoine aqueuse, du café brûlé, un fruit s'il avait de la chance. Chaque soir, la même queue pour le dîner. Entre-temps, il marchait dans les rues avec un dossier de CV imprimé à la bibliothèque publique, postulant pour n'importe quoi. Station-service, fast-food, travail en entrepôt. Personne ne voulait l'embaucher. La nouvelle de l'enquête pour détournement de fonds s'était répandue. Même s'il n'avait pas encore été formellement inculpé, les murmures le suivaient. C'est le gars qui a volé son entreprise. C'est le gars dont la femme l'a jeté dehors. La nuit, il dormait sur une couchette en métal dans une pièce avec 40 autres hommes. Le refuge sentait la sueur et le désespoir, un nettoyant industriel qui ne parvenait pas tout à fait à masquer l'un ou l'autre. Des hommes ronflaient, toussaient, pleuraient dans leur sommeil. Nathan fixait le plafond et se demandait comment il était arrivé là. Mois 3 et 4. L'hiver s'est prolongé jusqu'au début du printemps, et Nathan a attrapé un rhume qui ne voulait pas partir. Il s'est installé dans sa poitrine, le faisait tousser jusqu'à ce que ses côtes lui fassent mal. Mais il n'avait pas d'assurance, pas d'argent pour un médecin. La clinique gratuite de Biddeford Road lui a donné des antibiotiques de base et du sirop contre la toux. Ça a un peu aidé, pas assez. Il a continué à perdre du poids. La nourriture du refuge n'était pas suffisante, et il ne pouvait rien d'autre se permettre. Ses vêtements, les mêmes qu'il avait fourrés dans ses sacs poubelles il y a 6 mois, pendaient ample sur sa silhouette. Son visage s'est creusé. Ses cheveux sont passés du gris au blanc. Linda a dit que lorsque ses voisins l'ont vu à la clinique en avril, elle l'a presque pas reconnu. Il avait perdu 15 kg. De 84 à 70 kg. À 65 ans, il allait avoir 66 ans, il avait l'air plus proche de 80. Mois 5 et 6. En été, Nathan était assez désespéré pour être dangereux pour lui-même. Il a emprunté de l'argent aux mauvaises personnes. Pas les usuriers d'origine d'avant, mais des nouveaux, des pires. Quand il n'a pas pu les rembourser, ils l'ont trouvé derrière une station-service sur Indépendance Boulevard et se sont assurés qu'ils comprennent les conditions. Le voisin de Linda l'a vu après sa marché en boitant, un œil enflé. Il a essayé d'appeler l'ancien numéro de Mélissa toutes les quelques semaines, toujours déconnecté. Il n'avait aucun moyen de la trouver, aucun moyen de savoir si elle était vivante ou morte, prospère ou souffrante. Elle avait complètement disparu. Il a essayé de m'envoyer un email une fois de plus en juillet. Le message a été renvoyé, bloqué par le bouche-à-oreille du refuge. Il a entendu dire que j'avais été officiellement promue directrice financière en juin, que je me portais bien, que j'avais créé une sorte de fondation pour les survivantes de violences domestiques. L'ironie ne lui a pas échappé. Un jour fin septembre, Nathan était assis sur un banc à First Ward Park, regardant dans le vide. Il était assis là depuis des heures. Un homme qui passait lui avait donné $1, pensant qu'il faisait la manche. Nathan ne l'avait même pas remarqué. Ses pensées tournaient en boucle sur la même piste depuis des mois. J'ai tout perdu. Femme, fille, maison, travail, dignité. Morgan avait raison. Je me suis détruit moi-même, mais je ne peux pas cesser de la haïr. Cette dernière pensée était la pire car, au fond de lui, il savait que la haine n'était pas juste. Je ne l'avais pas détruit. J'avais juste cessé de le laisser me détruire. Mais reconnaître cette vérité signifiait accepter la responsabilité de 30 ans de choix. Et Nathan n'était pas prêt pour cela. Peut-être ne le serait-il jamais. Il ne savait pas où était Mélissa. Parfois, il imaginait qu'elle était morte, d'une overdose dans une ville lointaine, seule et oubliée. Parfois, il imaginait qu'elle s'était réinventée, qu'elle vivait bien quelque part sous un nouveau nom, qu'elle l'avait effacée de son histoire comme j'avais essayé de les effacer de la mienne. Les deux possibilités le hantaient. Ce soir-là, de retour au refuge pendant le dîner, un homme que Nathan connaissait vaguement s'est assis en face de lui. « Tu as entendu parler de demain ?» a demandé l'homme, en mangeant une soupe aqueuse. Nathan a secoué la tête. Un grand événement caritatif au centre-ville, au centre de congrès de College Street. Repas chaud gratuit. Il distribue des manteaux et tout ça. Une fondation l'organise. Nathan a levé légèrement les yeux. Quelle fondation ? L'homme a haussé les épaules. Je ne sais pas. Une grande. Des riches qui veulent se sentir bien dans leur peau probablement, mais la nourriture est censée être bonne,
pas de la nourriture de refuge, et il va faire froid ce week-end. Nathan est resté silencieux un instant, puis, j'irai. Comme si j'avais autre chose à faire. L'homme a hoché la tête et est retourné à sa soupe. Nathan a terminé son repas et est allé à sa couchette. C'était fin septembre, 6 mois après ce lundi soir où je lui avais servi le dîner sur un plateau d'argent. 6 mois après que sa vie se soit effondrée en 40 minutes. Demain, il irait à cet événement caritatif, prendrait un repas chaud, peut-être un manteau, essayerait de survivre une semaine de plus. Il n'avait aucune idée que la fondation organisatrice de l'événement était la mienne. Aucune idée qu'en moins de 24 heures, il me reverrait pour la première fois en 6 mois. Aucune idée que l'histoire qu'il pensait terminée était sur le point d'atteindre son chapitre final. Le matin de l'événement caritatif, je me tenais devant le miroir de ma salle de bain, redressant pour la 3e fois le col de ma robe noire. Nerveuse. J'étais réellement nerveuse. Ce sera merveilleux, dit Linda depuis mon pas de porte. Tu as tellement travaillé pour ça. La fondation, l'espoir s'élève, 6 mois de planification, de collecte de fonds, de coordination avec les refuges et les services sociaux. Notre premier événement majeur, repas gratuit, manteau d'hiver, kit d'hygiène pour 200 personnes sans abri ou fuyant la violence. Je l'avais nommé avec soin, l'espoir s'élève, parce que c'est ce que j'avais fait. Ce que je voulais que les autres sachent qu'ils pouvaient faire aussi. Et si personne ne vient, demandai-je. Linda rit. Il y a déjà une file d'attente qui fait le tour du pâté de maison. J'ai pris une grande inspiration. D'accord, allons-y. À 11 heures, je me tenais en coulisses au Charlotte Convention Center sur College Street, jetant un coup d'œil à travers le rideau. Plus de 200 personnes remplissaient la salle, alignées aux tables où des bénévoles distribuaient des fournitures. La bannière suspendue au-dessus de la scène en bleu foncé affichait « Fondation L'Espoir s'élève » pour soutenir les victimes de violences domestiques, en dessous, fondée par Morgan Richardson, directrice financière, et non Morgan Mercer. J'avais repris mon nom de jeune fille en août. Linda m'a serré la main. Prête? Aussi prête que je ne le serai jamais. Je suis monté sur scène. Des applaudissements ont rempli la salle, donateurs, bénévoles, partenaires communautaires. Les personnes en ligne ont levé les yeux avec une lueur d'espoir fatiguée mais prudente. J'ai serré le microphone. Bonjour. Merci à tous d'être ici. Ma voix a résonné. Je sais ce que c'est que de se sentir piégé. De se perdre si complètement qu'on oublie qui l'on était. De croire qu'il n'y a pas d'issue. La salle est devenue silencieuse. J'ai passé 30 ans dans cet endroit. Et je suis ici pour vous dire qu'il y a une issue. Il y a un avenir. J'ai reconstruit ma vie à 62 ans. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. Des applaudissements, sincères et chaleureux, ont retenti. Certaines personnes se sont essuyées les yeux. J'ai terminé mon discours, remercié tout le monde et suis descendu de scène. Mon cœur battait fort d'une bonne manière, d'une manière fière. Linda m'attendait avec un câlin. C'était parfait. Alors que nous traversions le hall en vérifiant les tables de distribution, je l'ai ressenti. Cette satisfaction profonde d'avoir fait quelque chose d'important, de transformer la douleur en un but. Et puis je l'ai vu, Nathan, debout dans la file, à 6 mètres, tenant une boîte marquée « L'espoir s'élève », contenant un repas, un manteau, des articles de toilette. Il a levé les yeux, nos regards se sont croisés. Pendant 3 secondes, le temps s'est arrêté. Il avait vieilli de 10 ans en un an. Visage émacié, pommettes saillantes, peau parcheminée, vêtements amples, cheveux complètement blancs. Il avait l'air d'avoir 70 ans, pas 66. Et je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni jubilation, pas même pitié, juste une indifférence lointaine et froide, comme si je regardais un étranger sur la photo de quelqu'un d'autre. Il a fait un pas vers moi. Morgan. Bob Sullivan est apparu, s'interposant entre nous. Monsieur, veuillez garder la file. S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'eux. La voix de Bob était ferme mais gentille. Avancez. Les yeux de Nathan ont retrouvé les miens, désespérés et suppliants. Je me suis détourné, j'ai continué ma conversation avec Linda. Je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, les pas de Nathan se sont éloignés en traînant. À l'extérieur du centre de convention, Nathan se tenait sur le trottoir,
tenant sa boîte de charité. Des gens affluaient devant lui. Il a levé les yeux vers la bannière à travers les portes vitrées. Fondation L'Espoir s'élève. Elle s'était élevée, avait construit quelque chose de beau à partir des cendres, et lui était tombé, avait tout perdu, était devenu exactement le genre de personne qui avait besoin de sa charité. Et elle s'en fichait. Plus maintenant. Papa. Nathan s'est figé. Cette voix. Il s'est tourné lentement. Mélissa se tenait à 3 mètres, à moitié cachée derrière un pilier en béton. 29 ans, mais l'air plus âgé, plus mince, portant des vêtements mal ajustés, les cheveux plus courts, teint différemment. Mais c'était elle. Mélissa. Sa voix a craqué. Où étais-tu? J'ai été. Je sais. Elle s'est rapprochée, la dureté dans ses yeux. La calculation. J'ai entendu parler de l'événement. J'ai pensé que tu serais là. Je pensais que tu étais morte. Je vais bien. Mélissa a jeté un coup d'œil aux portes. Elle est là-dedans, maman? Nathan a hoché la tête lentement. Elle ne veut pas nous voir. Je ne veux pas la voir non plus. La mâchoire de Mélissa s'est serrée. Je voulais juste vérifier si tu étais en vie. À peine. Ils se tenaient sous un faible soleil d'automne, père et fille tous deux brisés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Nathan. Mélissa l'a regardé un long moment, puis s'est retournée et s'est éloignée. Mélissa, attends. Elle ne s'est pas arrêtée, a juste levé une main en un demi-salut et a disparu dans la foule de midi. Nathan est resté seul, tenant une boîte de charité de la fondation de son ex-femme, regardant sa fille s'éloigner pour la 2e fois. Midi, un jeudi de fin septembre. 1 an après que je lui ai servi le dîner sur un plateau d'argent, et Nathan a finalement réalisé ce que j'avais su depuis le début. La meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de devenir si heureux, si réussi, si libre que les gens qui vous ont blessé deviennent insignifiants. À l'intérieur du centre de congrès, je me tenais près de la paroi vitrée, les regardant. Nathan et Mélissa, père et fille, tous deux brisés, tous deux perdus, debout sur le parking comme 2 fantômes d'une vie que j'avais vécue. Linda est venue se tenir à côté de moi, suivant mon regard. C'est eux, n'est-ce pas? A-t-elle demandé doucement. C'était, dis-je. Plus maintenant. À travers la vitre, je pouvais voir Nathan montrer à Mélissa la boîte de charité avec le logo de notre fondation. Je pouvais voir les épaules de Mélissa trembler, elle pleurait probablement. Je pouvais les voir tous deux regarder le bâtiment, me cherchant. « Ressens-tu quelque chose ?» demanda Linda. J'ai pris une profonde inspiration, pleine, pure. Le genre de souffle que je n'avais pas pu prendre pendant 30 ans. La paix, dis-je. J'ai passé 3 décennies à me noyer. Maintenant, je respire enfin. Nathan a fait un geste vers les portes, suggérant peut-être qu'ils essaient de me parler à nouveau. Mélissa a secoué la tête. Fille intelligente, finalement. Elle savait qu'il n'y avait plus rien à dire. Ils se sont retournés et sont partis ensemble. 2 silhouettes portant des boîtes de charité disparaissant dans le flot de personnes quittant l'événement. J'ai regardé jusqu'à ce qu'ils soient complètement partis. Puis je leur ai tourné le dos, à eux, à tout ce qu'ils représentaient. Linda a passé son bras sous le mien, prête à retourner au travail. Toujours. Nous sommes retournés vers la scène où des bénévoles organisaient la foire aux ressources de l'après-midi. Derrière moi, la bannière captait la lumière, Fondation L'Espoir s'élève. Le travail de ma vie, mon but, ma vengeance de la meilleure des manières. Je n'ai plus regardé ces fenêtres. Pas une seule fois. 3 ans plus tard, la Fondation L'Espoir s'élève opère désormais dans 4 villes. Nous avons aidé plus de 2000 personnes à échapper à des situations violentes, à trouver un logement, à reconstruire leur vie. J'ai 66 ans, je suis directrice financière de l'une des entreprises les plus respectées de Charlotte, fondatrice d'une organisation qui change des vies chaque jour. J'ai acheté un penthouse au 30e étage avec des fenêtres donnant sur toute la ville. Je voyage. Je ris avec Linda autour d'un verre de vin. Je me réveille chaque matin dans un lit qui est le mien, dans une maison qui est la mienne, dans une vie qui est entièrement, magnifiquement la mienne. J'ai appris par le réseau des refuges que Nathan est toujours à Charlotte, toujours sans abri, bien qu'il ait trouvé un soutien plus stable grâce à des programmes que nous ne finançons pas. Il a 69 ans maintenant.
J'espère qu'il a trouvé une sorte de paix, même si je n'y pense pas souvent. Mélissa a quitté la ville, m'a-t-on dit. Elle est partie vers l'ouest, peut-être la Californie. J'espère qu'elle va mieux. J'espère qu'elle a appris quelque chose en voyant tout s'effondrer, mais je ne le saurai jamais. Et ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de le savoir car voici ce que j'ai appris pendant ces 30 ans de noyade et ces 4 ans de respiration. La meilleure vengeance n'est pas de détruire les gens qui vous ont blessé. Ce n'est pas de les faire souffrir ou de les voir tomber. La meilleure vengeance est de devenir si complètement et si radieusement heureux qu'ils deviennent insignifiants. C'est de construire une vie si pleine de sens et de joie que vous oubliez de les haïr. C'est de se réveiller un jour et de réaliser que vous n'avez pas pensé à eux depuis des semaines. C'est ça la liberté. C'est ça la victoire. C'est ça la vengeance. Et c'est la chose la plus douce que j'ai jamais goûtée. En repensant à mon histoire, je la vois clairement maintenant. J'ai gâché 30 ans à attendre le changement au lieu de le créer. Ne soyez pas comme moi. N'attendez pas d'avoir 62 ans pour réaliser que les histoires de drames familiaux comme la mienne ne doivent pas définir toute votre vie. Dieu m'a donné 3 chances de partir lorsque Nathan a levé la main pour la première fois. Lorsque Mélissa a commencé à me traiter comme une servante. Lorsque j'ai vu mon reflet et que je ne me suis pas reconnu, mais j'ai ignoré ces signes. Je remercie Dieu maintenant de m'avoir donné la force de finalement partir. Et je loue Dieu chaque jour pour la paix que j'ai trouvée depuis. We will cross that path. You don't understand, when I'm not streaming, I'm thinking about doing things better. You know, I'm trying to improve myself, so trust me on that. I don't want to forget you. I don't want to lose you, okay? It's like some Fallout 4 cut, like the Institute, yeah. No, the wood. Oh, yeah. Now I want to try them all out. Fuck's sakes. If anyone want to get to me, I swear I've seen that twice. Now that's a tune. Where are we now? We should play. Yeah. Oh, here we go. Here we go. Helicopter. Some people like Alessia, not here, so I think I'm safe. Alessia's fine. I love Alessia. I'm crying. I would redeem, but how dare I took this song? Hell yeah. Jesus Christ. You use bits of that, thank you. Oh shit, she's here. What about me? Nothing. That's what mods are. I was there when I said crap the other day and got blocked. You said crap and someone blocked you. Here. You said crap. You should have been blocked by that. Might have been auto mod or something. No, it can't be crap. Oh my goodness. Hey, Jellybum. You bullying me too now? If you need me to throw hands and be the villain, I shall be. I will enjoy it. I know you would. That's the problem. I think you might enjoy it too much. I never bully. I banned you? Tune and a Half is a great tune. Yeah. Nicole's been following me for 6 months now. Only 6 months, bruv. Only 6 months. I've been streaming for like 11 months now, bruv. Where the hell were you at the beginning? Day one, huh? Huh? It's all good. I appreciate those 6 months. It doesn't feel like 6 months. Crap. Yeah, why is Hydrate out of stock? Because people redeem it and it has a cooldown period? Yeah. No, one channel I was on, the auto mod caught my text saying something that made no sense. Why was it caught? I have no idea, mate. I think in my chat, we're quite liberal when it comes to language and stuff. As long as you're not being negative to someone or you're being annoying, then you think you're pretty good. Held down for... Well, turn this down now, because that's a bit of a banger. I don't want to get you all rolled up before I play Kingdom Come Deliverance. Let's turn it down a bit to 25.5. I got blocked somewhere once for asking a chat member if they played the game we were watching. That was odd. Good. In a weird way, I'm glad you did, because you're no longer going to fuck with those idiots. If people get like that, fuck them. Fuck them. Hell damn fart. Piss, shit, cunt, mother... I'm sorry. Actually, no, do you know what? C words allowed every now and again. I don't know if you type it, what happens. That's on you. That's on you. Some people are so fragile. I think so. Like, listen, like, I'm all up for having a good, lively debate. It's when someone gets weird, like that guy the other night. I'm a very nice guy. I don't troll you much. Dude, you don't troll me. Don't worry. Have pleasant conversations whenever you're around. Yeah, I was surprised after seeing how many Dutch people are in the community like Cabbage. Yeah, Cabbage is awesome. I still fondly remember when I raided her, and that's how we met her.
She was playing. I was like, oh look. Whenever I used to raid people, I was like, I don't know what game to raid. Kingdom Come. That's my favorite number 2. And I was like, okay, this person, Angelic Cabbage. I like her name. And then it's like, I can't do her accent. Hot. Now I'm gonna sound like French Canadian. I was like, oh hi, hey, Nattering. Yes, hi. I can't do the voice. Yeah, but Cabbage is awesome. I think Dracula too. Dracula. I'm listening to my own tune here. All right, brother. No, you got to play Uncharted. No, not really. I know, Melvin. I know. But if I miss out people's conversation, they get upset. Nada, Alessia with question mark. Nada what? Panda got blocked for saying the red eyes on the wall looked like a spider. The red eyes on a wall look like a spider? I thought I'm weird, but there's other streamers who are weirder than me. I thought it was Roman Reigns' fame. No, it's Star Wars. Tempted to type it now. Type it. Do it. Fucking do it. Nada got promoted to the higher rank on sacrifice list. Yeah. Us Dutchies have to stay together. What guy the other night? Oh, it's just some weirdo guy. He just didn't like me because I think I'm only theorizing. What happens is, especially with female streamers, you may get certain males in the group who kind of leech on, like, think that, I don't know, it's almost like my precious. And then she was collabing with me, who, you know, I'm very outgoing on stream. I chat a lot of shit. I laugh and joke with Cabbage, make each other laugh. And the literal shit I was saying with her, I think he got uncomfortable. He was like, don't like this anymore. And it was just, whenever I